Ok, fantastique. Donc, on commence déjà à avoir un bon nombre de participants. Je propose qu'on commence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire qui traitera du rôle des biomarqueurs d'imagerie en prévention primaire dans les maladies cardiovasculaires. Avec nous présents, nous avons deux intervenants de pointe. Premièrement, le professeur Alban Rodeuil, qui est chef de radiologie cardiovasculaire à la Pitié-Salpêtrière, ayant publié un grand nombre d'articles scientifiques et médicaux sur l'imagerie, les biomarqueurs d'imagerie, et notamment dans le cadre de la prévention. Et également avec nous, le docteur Antonio Gallo, qui est lipidologue à l'unité de prévention cardiovasculaire à la Pitié-Salpêtrière, également KOL dans ce domaine, notamment de la prévention primaire. Et finalement, donc, moi, je m'appelle Ted Baldwin, je suis le CEO d'Imagines et je vais animer un peu ce webinaire en présence d'Alban et Anton. Donc, si on va commencer un peu à l'ordre du jour, de quoi on va traiter dans ce webinaire? On va parler en premier lieu d'un peu où en sommes-nous dans la prévention des maladies cardiovasculaires en général. On parlera ensuite de quel est le rôle des biomarqueurs d'imagerie médicale et notamment quel est ce futur des biomarqueurs d'imagerie. Et finalement, on parlera un tout petit peu du score de la distensibilité de l'aorte ascendante et notamment son rôle dans la prévention primaire des maladies cardiovasculaires. Et finalement, on essaiera de conclure tout ça avec un petit sondage du public et des questions et réponses ouvertes, comme vous le souhaiterez. Donc, je vais laisser tout d'abord peut-être Dr Antonio Gallo nous parler un peu où en sommes-nous dans la prévention primaire des maladies cardiovasculaires aujourd'hui en 2021. Merci beaucoup Ted. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Antonio Gallo, lipidologue à la Pitié-Salpêtrière et je travaille justement dans la prévention primaire. Donc je prends en charge les patients qui ont un risque cardiovasculaire, qui n'ont pas encore fait d'événements cardiovasculaires et chez lesquels on va essayer de trouver la stratégie la plus adaptée pour éviter qu'il y ait une survenue d'événements cardiovasculaires. Où l'on est aujourd'hui avec cela. Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires constituent toujours la première cause de mortalité dans le monde depuis les dernières données de juin 2021 de l'Organisation mondiale de la santé. 18 millions de décès au cours de l'année dernière ont eu lieu, qui ont eu donc comme cause principale des maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde, ce qui va intéresser notamment le territoire des coronaires, et bien AVC aussi, donc accident vasculaire cérébraux, ce qui concerne plutôt le territoire cérébrovasculaire. Les stratégies qui ont été mises en place depuis de nombreuses années essayent toujours d'essayer de baisser la prévalence et l'incidence de ces pathologies, mais le challenge persiste parce que malgré le développement de beaucoup d'équations de risque et donc qui vont se baser sur la prise en charge des facteurs de risque principaux. Donc on a des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier, donc l'âge, le sexe masculin et la présence d'antécédents de la famille de maladies cardiovasculaires, notamment quand elle survient à un âge précoce, donc avant les 50 ans en moyenne. Et aussi en prenant en compte toute une série d'autres facteurs qui peuvent être modifiés, donc l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, donc les dyslipidémies, le tabac, le diabète et plein d'autres facteurs de risque qu'on considère émergents, comme par exemple l'état psychosocial, la présence de maladies psychiques, la présence de l'exposition en fait à des facteurs environnementaux polluants, etc. Donc on est encore face à un énorme challenge pour essayer de mieux intervenir dans la prévention des maladies cardiovasculaires parce que effectivement les objectifs aussi qu'on se pose, notamment en termes par exemple de baisse des taux de LDL cholestérol, de atteinte de valeurs de pression artérielle optimale,
ne sont pas toujours là. On n'est pas vraiment dans l'efficacité thérapeutique. Et donc, voilà, il y a d'une part une première stratégie à mettre en place pour la détection précoce des patients qui peuvent avoir effectivement un risque cardiovasculaire qui passe inaperçu, et d'autre part, améliorer les stratégies de traitement chez ces patients. Donc, je pense que c'est une très bonne transition vers justement, donc, dans cette question, on voit qu'il y a une importance majeure de faire plus de prévention. Donc, quel est le rôle des biomarqueurs d'imagerie médicale, notamment dans cette prévention cardiovasculaire? Je peux continuer juste en disant une petite chose, en me rapportant à ce qu'on disait voilà, vis-à-vis de la prise en charge des facteurs de risque classiques. Il faut savoir que dès lors qu'on fait un bilan, un bilan cardiovasculaire chez un patient en prévention primaire, on va faire un dosage du cholestérol, on va faire un dosage de la glycémie, on va faire une prise de tension. Il s'agit de mesures qui sont instantanées. Donc, il s'agit de mesures qui vont mettre en évidence quel est l'état des choses à un certain moment, à un certain instant T. Si on va regarder ces paramètres pas au bon moment, on risque de ne pas s'apercevoir que le patient il fait une hypertension. On risque de ne pas voir qu'il y a une dyslipidémie sous-jacente. On risque de ne pas voir un diabète. Par contre, si on va regarder directement les vaisseaux, ce qui se passe au niveau des vaisseaux est quand même une mesure d'une exposition prolongée au cours des années. Et donc, ça indique quand même ce qu'elle a été l'exposition chronique à certains facteurs de risque chez un patient. Et finalement, ça nous permet de, pas de mettre à côté les facteurs de risque classiques, mais d'aller voir déjà si ce patient, il est effectivement plus à risque parce qu'il y a déjà des signes d'atteinte infraclinique, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de signes parce que le patient n'a toujours pas de maladie cardiovasculaire, mais qu'on peut déjà voir au niveau des artères. Je ne sais pas si Alban, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Je pense que Antonio, c'est ce que tu viens de dire est absolument important et fondamental. C'est la différence finalement entre un facteur de risque, qui est une probabilité d'avoir la maladie, et la visualisation directe de la maladie ou des conséquences de la maladie. Et je ne peux pas être plus d'accord avec toi, et je pense que l'imagerie peut peut-être nous aider par rapport à des biomarqueurs circulants, en nous donnant des biomarqueurs d'imagerie qui vont être des biomarqueurs effectivement au niveau du vaisseau, au niveau du cœur ou au niveau du vaisseau, qui vont être directement liés à la pathologie. Je crois qu'on a une illustration justement pour montrer ça. Ted, on va en parler un tout petit peu justement peut-être voilà. Voilà, l'idée c'est que en fait, ce qu'on aimerait bien savoir à titre individuel, c'est quel est notre risque individuel, parce qu'au niveau d'une population, on sait quels sont les risques, mais ces risques qui sont beaucoup établis finalement comme des probabilités sur la base de la présence ou non d'une maladie qui favorise, que tu as toutes citées bien sûr, le diabète, l'hypertension artérielle, et qu'on essaie de traiter au mieux, en tout cas pour ceux qui sont réversibles, mais finalement, on n'a pas forcément directement accès à la pathologie. Alors c'est vrai qu'il y a des techniques nouvelles qui se sont développées en imagerie. L'idée, c'est que quand on a un patient, on aimerait bien lui faire une technique d'imagerie et à partir de ces données de structure ou de fonction, par exemple vasculaire, directement au niveau du vaisseau, être capable d'établir le risque individuel, de classer ce patient par rapport à son groupe, à un groupe comparable à lui, c'est-à-dire de même sexe, de même âge, avec un profil de risque qui peut être considéré éventuellement à tort sur simplement des données de probabilité comme faibles, et de le reclasser, et c'est-à-dire de confirmer, parce que finalement aujourd'hui, Antonio l'a dit, on a beau faire des campagnes de prévention très importantes, on a toujours finalement les maladies cardiovasculaires comme premier tueur dans les sociétés occidentales, et un des grands problèmes, c'est chez quel malade il faut démarrer un traitement, chez quel malade, à partir de quel âge il faut démarrer un traitement, et chez quel malade, avec quel profil de risque il faut démarrer un traitement ou un ensemble de stratégies de prévention. Et donc, ce qu'on aimerait bien,
c'est qu'au niveau individuel, on soit capable de faire ça. Et la grande idée d'un biomarqueur d'imagerie, ça peut vous surprendre, cette notion de biomarqueur d'imagerie, parce que historiquement, quand on disait biomarqueur, on sous-entendait un marqueur biologique qui est mesuré dans le sang. Donc encore aujourd'hui en médecine, quand on parle de biomarqueur, on a plutôt tendance à l'associer à des marqueurs circulant dans le sang. Par exemple, le sucre, la glycémie, ou bien un marqueur d'atteinte cardiaque, ou bien un marqueur d'inflammation, etc. Or là, l'idée, c'est d'aller directement faire l'imagerie du vaisseau au niveau de sa structure et de sa fonction. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies. Et donc, Antonio, je sais que toi, tu pratiques un certain nombre de techniques d'imagerie, en particulier des imageries ultrasonores. Et on travaille aussi beaucoup ensemble sur un grand nombre de patients qui sont adressés pour des scanners pour visualiser directement l'athérome au niveau des coronaires. Je pense que ça, c'est des stratégies importantes sur lesquelles c'est important d'avoir ton avis avant qu'on voit s'il y a éventuellement d'autres futures stratégies qu'on puisse mettre en place. Oui, tout à fait. Effectivement, le point vraiment critique, c'est comme tu le disais bien, la restratification du risque chez un patient à risque intermédiaire. On a des patients qui, malgré la présence de certains facteurs de risque, nous mettent un petit peu mal à l'aise vis-à-vis du choix du début d'un traitement de prévention primaire, parce que, à nouveau, on est dans la prévention primaire, donc c'est des patients qui n'ont pas fait d'événements cardiovasculaires. Et donc, chez ces patients, on essaie de mieux stratifier, de mieux comprendre quel est l'état d'urgence, entre guillemets, pour établir s'il y a vraiment une indication ou pas à introduire un traitement. Et donc, effectivement, les biomarqueurs circulants peuvent nous aider, mais de façon assez limitée, tout simplement pour la même raison que je vous expliquais tout à l'heure. On a des mesures qui sont instantanées, qui peuvent être variables, qui peuvent se modifier, qui ne nous donnent pas vraiment quelle est l'exposition, le cours de la vie de ce patient à un certain facteur de risque, et notamment l'état déjà de maladie ou de santé des vaisseaux. Donc, les biomarqueurs vasculaires, il y en a beaucoup qui ont été étudiés et on peut les distinguer entre biomarqueurs, on va dire, morphologiques, donc des outils qui nous permettent d'avoir une information sur l'état morphologique du vaisseau, donc par la recherche de plaques d'athérome, de calcification, et je vais vous détailler un petit peu ça. Et on a des biomarqueurs plutôt fonctionnels, donc qui vont nous donner une idée de ce qui est la fonction du vaisseau. Donc, pour ce qui concerne les biomarqueurs morphologiques, le premier qui a été étudié le plus longtemps, dont on se sert toujours dans la pratique clinique, c'est l'échographie, donc les ultrasons. Notamment, le Doppler carotidien a été une des premières techniques d'imagerie qui ont été développées il y a déjà une trentaine d'années et qui permettent effectivement de mesurer l'épaisseur de la paroi au niveau notamment des carotides et de mesurer l'épaisseur de la plaque au niveau des carotides si jamais on retrouve des plaques. À quoi ça va correspondre cette épaisseur intima média? Cette épaisseur qu'on mesure, c'est l'épaisseur de l'intima et de la média, donc des deux couches internes en fait de la paroi de l'artère qui ont été associées à une augmentation du risque cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une méta-analyse sur plus de 16 cohortes et plusieurs dizaines de milliers de patients en prévention primaire qui ont été suivis pendant une dizaine d'années et chez lesquels on a observé qu'une augmentation de 0,1 mm de l'épaisseur de cette paroi était associée à 16% plus de risque de faire soit un infarctus du myocarde, soit un AVC. Donc, effectivement, ce biomarqueur a été validé parce que déjà, il y a eu une première association qui a été retrouvée entre les valeurs d'épaisseur intima média et la présence d'événements cardiovasculaires. Cela a été évalué sur des cohortes longitudinales suivies en prospective sur des larges cohortes. Et voilà, donc il y a maintenant des recommandations qui donnent avec un certain degré d'évidence
indication à réaliser un Doppler des carotides chez des sujets à risque bas ou intermédiaire en prévention primaire. Cela a été vu aussi chez des populations un peu plus spécifiques, comme par exemple les patients avec une hypercholestérolémie familiale, chez lesquels, par exemple, on a pu suivre au cours de 20 ans des enfants qui avaient eu cette imagerie et qui ont été traités, comparé à leur apparenté qui n'avait pas été traité. Eh bien, le fait de traiter permettait de ralentir de façon très significative la progression de ce biomarqueur. Donc, en fait, on a pu accomplir les 3 critères qui sont demandés pour qu'on puisse parler de biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on a retrouvé une association dans le cadre de la physiologie, on a retrouvé une association entre ce biomarqueur et la pathologie, et on a vu aussi le bénéfice d'une intervention thérapeutique sur le ralentissement de ce biomarqueur. Ça, dans le cadre de tout ce qui est dyslipidémie. Dans le cas du diabète, par exemple, l'épaisseur intima média n'est pas vraiment optimale, d'autant plus qu'actuellement, les recommandations ne suggèrent plus de faire ce dépistage parce que les évidences dans le cas du diabète ne sont pas forcément très fortes. Dans le cas du diabète et dans le cas de l'hypercholestérolémie, mais aussi dans le cas de l'hypertension, un biomarqueur qui a pris vraiment beaucoup le relais dans la restratification du risque est le score calcique. Il s'agit d'un outil qui est très simple à réaliser. Il s'agit d'un scanner. Justement, c'est là qu'on interagit beaucoup avec Alban. Il s'agit d'un scanner qui ne demande pas de produit de contraste, avec une acquisition qui se fait de façon très simple et qui permet de détecter des hyperdensités au niveau des coronaires. Donc, de faire un petit peu un mapping de tout ce qui est la calcification, donc l'atteinte calcique des artères coronaires au niveau donc du cœur chez les patients en prévention primaire. Ce biomarqueur qui a été étudié dans plusieurs populations, notamment à partir de la MESA, qui est une cohorte sur presque 7000 sujets en prévention primaire aux États-Unis, et recrutés dans 6 centres des États-Unis qui ont été suivis maintenant jusqu'à presque 20 ans. En fait, ce qui était retrouvé, c'était que la présence d'une calcification était associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Cela a permis de stratifier le taux d'augmentation des calcifications en 3 ou 4 classes. Et effectivement, il a été retrouvé que les patients qui présentaient un certain taux de score calcique avaient plus de risques que ceux qui présentaient un taux plus bas ou bien de ceux qui ne présentaient pas du tout de score calcique. Cela a été donc évalué chez des cohortes encore plus spécifiques, notamment chez les diabétiques, notamment chez les hypertendus et dans l'hypercholestérolémie familiale. Et on a pu effectivement observer que le fait de rajouter le score calcique aux équations de risque tout simples qui se basent sur des facteurs de risque classiques permet de restratifier jusqu'à 50% des patients qui étaient au préalable mal classifiés. Comment est-ce qu'on a fait ça? On a des équations de risque, par exemple dans le cas de l'hypercholestérolémie familiale, qui nous permettent de dire si le patient est à risque élevé, est à risque intermédiaire ou est à risque bas. En fait, on a observé la survenue d'événements cardiovasculaires après 3-4 ans de suivi chez ces patients et on a vu que les événements cardiovasculaires étaient repartis de la même façon dans les 3 groupes. Donc, il y avait autant de patients à risque bas qui faisaient d'événements cardiovasculaires que des patients qui étaient classés à risque élevé. Si on rajoutait à cette stratification le score calcique, eh bien, on voyait que 50% des patients qui avaient été mal classés parce qu'ils avaient fait un événement, finalement, étaient considérés comme étant à risque élevé, déjà au préalable. Donc, en fait, c'est un outil qui nous permet vraiment très bien de revoir un petit peu quel est le risque du patient et de pouvoir mieux prédire le risque du patient. Là, on est toujours dans l'athérosclérose et donc on est toujours dans une pathologie vraiment liée à l'accumulation de lipides et à un vieillissement précoce des vaisseaux
qui est associé à un processus qu'on appelle l'athérosclérose. Il y a un dernier biomarqueur duquel je voulais vous parler, qui est la vitesse de l'onde de pouls, la pulse wave velocity, donc la rigidité artérielle, ce qui est l'inverse de la distensibilité artérielle, qui est par contre un marqueur toujours un biomarqueur de vieillissement, mais qui n'est pas forcément associé à ce qu'on appelle l'athérosclérose. Beaucoup d'études ont été menées autour de cet outil et de ce biomarqueur qui en fait va évaluer par une vitesse, va réaliser un rapport entre la distance entre l'arrivée du pouls qui part du cœur sur deux sites, donc notamment la carotide et l'artère fémorale, qui va être mis en rapport à la distance parcourue par cette onde de pouls, et donc cela donne une vitesse. Cette vitesse, le plus elle est élevée, le plus elle témoigne d'une rigidification du vaisseau. Et effectivement, il y a des patients qui ont un vieillissement artériel précoce, ce qui est appelé Early Vascular Aging, EVA. Il y a des sujets qui ne vieillissent pas du tout leurs artères, donc qui ont un Supernormal Vascular Aging, donc les supernovas. Ce qui a été vu, c'est que calculer à l'aide de cet outil l'âge artériel d'un patient, donc en prenant en compte cette vitesse de l'onde de pouls, en plus de l'âge biologique, de l'âge démographique du patient, permettait de mieux stratifier les patients et de mieux voir quels étaient les patients à risque de faire un événement ou pas. C'est-à-dire que les patients qui avaient finalement un vieillissement artériel précoce faisaient beaucoup plus d'événements des sujets qui avaient un vieillissement physiologique, et les sujets qui avaient un vieillissement physiologique faisaient beaucoup plus d'événements que des sujets qui présentaient un vieillissement tardif. Voilà. Donc, globalement, c'est ça à peu près les 3 biomarqueurs sur lesquels on travaille le plus. Il y en a 2, donc les ultrasons et le score calcique, qui sont validés et qui sont donc même remboursés par la sécurité sociale, donc sur lesquels on a plus de facilité à s'en servir dans la pratique clinique. La vitesse de l'onde de pouls, on n'en est pas encore là, donc ça a été fait que dans le cadre de la recherche pour l'instant, mais ça reste un outil aussi très prometteur, et je sais que Alban a beaucoup travaillé sur ça, parce que justement cette évaluation a été faite aussi à l'aide de l'IRM. Donc voilà, Alban, il est vraiment un pionnier dans cette étude, dans cette expérimentation. Donc Alban, je te laisse la parole parce que je ne vais surtout pas parler de ça devant toi. Merci Antonio. Mais alors c'est rigolo parce que du coup, tu as parlé du scanner. Alors je suis totalement, évidemment, comme tu le sais, convaincu par le scanner et le score calcique. Alors du coup, c'est moi qui vais parler de la vitesse de propagation de l'onde de pouls. Si on résume finalement, on a dit les biomarqueurs d'imagerie, ça fait 3 choses. 1, ça affirme la maladie. 2, ça quantifie la maladie. Et 3, ça doit nous convaincre. Ça doit convaincre 2 personnes. Ça doit d'abord convaincre le médecin du risque, du surrisque, et ça doit aussi éventuellement, et c'est probablement aussi important, convaincre le patient de suivre ensuite un certain nombre de traitements, de changements de style de vie, etc. Or, effectivement, tu as cité 2 outils qu'on a à disposition, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est effectivement cette discussion, c'est premièrement, sur la vitesse de propagation de l'onde de pouls, alors on la mesure effectivement avec un tonomètre au niveau de la carotide et au niveau de la fémorale. Ça pose de gros problèmes de précision, en particulier chez les patients qui sont très obèses, parce qu'on va avoir une estimation de la longueur artérielle qui va être très très faussée. Ça reste un bon intégrateur global de risque, c'est largement validé, comme tu l'as dit, je suis complètement d'accord. Simplement, c'est pas un très bon marqueur précis. Et sur les travaux qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que c'était finalement une mesure qui était beaucoup moins pure qu'une mesure directe de la rigidité du système artériel, vraiment centrale, juste à la sortie du cœur. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est sur le score calcique. Finalement, on a dit qu'on voulait affirmer la maladie, voir la maladie, sauf que l'athérosclérose, il y a de la plaque calcifiée, mais il y a aussi beaucoup, et c'est souvent comme ça que ça démarre, y compris très tôt dans la vie,
de la plaque qui est hypodense, qui n'est pas calcifiée et qui est très dangereuse et que bien sûr tu étudies et qu'on étudie ensemble chez les malades qui sont des malades qui ont des maladies génétiques où ils peuvent avoir parfois une hypercholestérolémie familiale, qui vont ne pas avoir de calcium et pour autant ils sont à très haut risque potentiellement de faire un événement cardiovasculaire grave comme un infarctus du myocarde. Donc le problème du score calcique, à mon sens, c'est que quand on n'en a pas du tout, quand il est à 0, toutes les études montrent que c'est des gens qui sont dans une catégorie de risque faible et c'est une catégorie à part. Quand il est supérieur à 400, a fortiori supérieur à 1000, tout le monde est d'accord pour dire que là, le risque, il est probablement très important. Le gros problème, c'est qu'un grand nombre de nos malades, et des malades qu'on voit en scanner, et aussi que tu dois voir probablement en prévention, sont dans le paquet intermédiaire, où on a déjà, grâce au score calcique, très bien reclassé une partie. Ton chiffre est impressionnant. Moi, je suis très impressionné par le chiffre que tu donnes. Du reclassement entre 30 à 50% des patients qui sont reclassés par un test d'imagerie, ça me paraît quand même considérable. Néanmoins, il reste à mon sens encore un problème et une nécessité de mieux classer ceux qui restent intermédiaires après le score calcique. Et les grandes études, y compris dans le JAMA, dans l'étude MESA, avaient bien montré la capacité à redistribuer des gens considérés comme intermédiaires a priori sur les facteurs de risque classiques de Framingham en bas risque ou en haut risque, mais il reste quand même une grosse colonne grise intermédiaire de tous ces patients qui restent après le score calcique en catégorie intermédiaire. Et ce que je propose, c'est de discuter d'éventuellement cette mesure tout à fait centrale de la distension, de la distensibilité en réalité, c'est-à-dire la distension de l'aorte, la modification de son calibre, au cours du cycle cardiaque divisé par la pression artérielle, en l'occurrence la pression artérielle pulsée, c'est-à-dire la différence entre la systolique et la diastolique, qui va conduire à cette distension. Donc c'est une mesure d'élasticité locale, régionale, mais qui est choisie pas au hasard, qui est choisie à l'endroit du système cardio-circulatoire qui fait de très loin le plus gros travail non seulement de conduit du flux sanguin vers la périphérie, mais surtout de tamponnement de ces pulsations à la sortie du cœur. Et ça fait vraiment l'essentiel du boulot au cours de la vie. Et c'est du coup un élément absolument déterminant de l'efficacité du système cardio-circulatoire dans son ensemble, c'est-à-dire du couplage entre le cœur et les vaisseaux. Et comme on l'a montré dans des études à l'époque réalisées avec les Américains d'Hopkins, on a montré que c'était un marqueur d'âge, puisqu'on revient à ça, tu l'as cité tout à l'heure, Antonio, l'âge finalement vasculaire est peut-être et probablement, et j'en suis persuadé, beaucoup plus intéressant que l'âge du calendrier. On a montré que c'était un facteur qui était absolument variable très tôt dans la vie d'un individu à l'autre, et que pour un individu donné, il y avait une chute dramatique de cette élasticité jusque vers l'âge intermédiaire, l'âge d'à peu près de 50 ans. Et donc, on peut être dans une catégorie d'élasticité aortique plus ou moins favorable dans la vie, ou non. Lorsqu'on est très très vieux, avec beaucoup de facteurs de risque, qu'on a 80 ans, qu'on est diabétique hypertendu, il n'y a quasiment plus du tout d'élasticité artérielle. Donc, ce n'est pas un marqueur qui est très intéressant dans cette population. En revanche, lorsqu'on est relativement jeune ou d'âge intermédiaire, c'est un élément qui est absolument déterminant et on a montré qu'il était extrêmement pur en termes de sa relation avec l'âge vasculaire donc, et les événements cardiovasculaires. Donc, on peut se dire, on tient peut-être là un biomarqueur d'imagerie un peu nouveau qui peut nous permettre de détecter la maladie précocement, y compris à des stades qui sont infracliniques. Alors, pour vous montrer ça un peu plus en détail, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, l'aorte, c'est le gros vaisseau artériel, évidemment, qui sort du ventricule gauche. C'est lui qui va encaisser à peu près 4 milliards de fois, un petit peu moins au cours de la vie, une éjection au cours de la contraction cardiaque, et ça donne ces images. Vous voyez qu'on voit les vaisseaux qui vont changer de taille, on voit cette élasticité, un peu comme un ballon qui s'expand quand on souffle à l'intérieur, et ça de façon répétée. Alors le problème, c'est qu'il va falloir mesurer ça très précisément. Cette IRM qu'on fait, c'est une IRM qui ne nécessite pas de produit de contraste, et c'est une IRM qui est extrêmement rapide, ça nécessite une apnée, donc c'est à peu près 10 à 12 secondes pour obtenir cette acquisition.
Le problème, c'est qu'ensuite, il va falloir effectivement le quantifier. Et ce qu'on s'est posé comme question, c'est exactement ce que tu as évoqué. Il y avait tous ces papiers dans l'étude MESA sur le score calcique, et aussi sur l'IMT, et aussi sur les gens qui s'intéressent au rapport de pression entre la cheville et le bras. Et donc, on s'est dit, on va aller regarder quelle est la valeur pronostique de notre marqueur dans cette population précisément, et en se comparant aux autres indices que tu as cités. Et donc, on avait 3700 patients, c'est des patients donc de l'étude MESA qui avaient été initialement entrés dans l'étude et pour lequel on avait un suivi à un peu plus de 8 ans, pratiquement 9 ans. Et on a regardé les événements et on s'est rendu compte, et ça c'est ce qui était pour nous une surprise et extrêmement intéressant, sachant que dans l'étude MESA, on entre dans l'étude à 45 ans. Donc, on n'a pas les sujets vraiment les plus jeunes. Par contre, on a quand même tout ce groupe d'âge intermédiaire, 40 ans, 50 ans, jusqu'à 60 ans, où, visiblement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie qui fait que notre risque cardiovasculaire explose à ce moment-là. Et ce qu'on a trouvé, c'est que d'abord, la distensibilité de l'aorte ascendante, ce qu'on appelle AAD, c'est quelque chose qui est un marqueur très puissant de mortalité toute cause, et indépendant bien entendu de l'âge calendaire, de tous les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, et y compris du score calcique, de l'IMT, etc. Plus intéressant probablement quand on regarde non pas la capacité à prédire la mortalité, mais la capacité à prédire l'infarctus du myocarde, ou l'angor instable, la nécessité de revascularisation, ou la mort subite. À ce moment-là, également l'accident vasculaire cérébral, à ce moment-là, on se rend compte que de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand le risque est très élevé, finalement, ce n'est pas très utile. Et ça, c'est un peu intuitif, on aurait pu s'en douter. Ça rejoint un peu ces patients qui ont des scores calciques très élevés ou qui ont 4 ou 5 facteurs de risque. En revanche, et ça, c'était pour nous beaucoup plus nouveau et intéressant, lorsqu'on considère que le risque du patient est faible, c'est-à-dire qu'on fait l'équation classique de Framingham et que le risque est à moins de 10%, de faire un événement à 10 ans, à ce moment-là, le plus puissant des marqueurs qu'on a pu tester dans MESA sur cette cohorte de 3700 patients, c'était AAD, qui prédisait la survenue d'événements cardiovasculaires chez ces patients et de façon indépendante du degré de pression artérielle, des facteurs de risque classiques, mais également indépendamment de l'IMT carotidien, du score calcique ou du rapport de pression entre le bras et la cheville. On aurait pu se dire que chez des patients qui commençaient à avoir une atteinte cardiaque, peut-être que ça ne marcherait pas. Mais même lorsqu'on regarde les patients qui commencent à avoir une hypertrophie, par exemple en lien avec une hypertension ou un diabète, eh bien ce marqueur était toujours indépendamment un marqueur pronostic de survenue d'événements cardiovasculaires graves sur une durée de suivi totale de l'ordre de 8,7 ans dans cette étude. Donc ça nous a beaucoup intéressés en se disant qu'on tenait peut-être là un outil relativement simple, qui est moins facile évidemment à réaliser qu'une échographie, mais qui probablement apporte un élément et sans rayons X, en comparaison du scanner, qui peut apporter un élément fonctionnel tout à fait déterminant pour restratifier le risque de ces sujets considérés à risque faible ou intermédiaire et dont on montre là très clairement que certains le sont à tort. Et donc, évidemment, ce qu'il faut qu'on discute ensemble, c'est comment on pourrait organiser les examens existants et les stratégies existantes avec cet examen-là, chez quel malade ça pourrait être intéressant. Puisque, malgré tout, on pourrait se dire c'est simplement l'âge. Si c'est seulement l'âge, ben là, on est mal parti parce qu'on ne va pas pouvoir modifier les choses. Or, il y a de plus en plus de données dans la littérature intéressantes qui nous montrent qu'il y a des stratégies nutritionnelles ou d'exercices qui peuvent conduire à l'amélioration de cette rigidité artérielle, à sa diminution, c'est-à-dire l'amélioration de la distension artérielle. En particulier l'exercice physique, ça a bien été montré dans un papier important récemment lorsqu'on fait des entraînements importants à des gens qui sont, en l'occurrence, équivalents à la préparation d'un marathon. Des inhibiteurs calciques ont aussi montré dans l'étude MESA, au-delà des modifications de la pression artérielle, leur capacité à améliorer la distensibilité aortique. Et puis, le corollaire inverse de l'exercice, quand on fait de l'exercice régulier ou qu'on fait des programmes
d'exercice intensif, ça peut améliorer les choses. À l'inverse, les patients qui vont dans l'espace, qui du coup ne font plus d'exercice physique au sens où on l'entend, ont plutôt une augmentation de leur rigidité artérielle. Donc tout ça va dans le sens de dire peut-être qu'il y a quand même quelque chose à modifier. Et donc, voilà comment ça peut s'illustrer par des cas un peu récents que j'ai piochés dans notre base de données depuis qu'on commence à utiliser en soins courants cette méthode. On a une dame de 60 ans tout à fait à gauche, dont vous voyez qu'elle a une aorte ascendante un petit peu dilatée, et vous voyez que la distension n'est pas très importante. C'est une dame qui est diabétique, mais qui a un score calcique relativement modéré, qui était de l'ordre de 60, qui est inférieur à 100, donc un score calcique qui est présent, mais qui n'est pas très important. On a fait la distensibilité de l'aorte ascendante, qui était à 0,4, et on sait de ces études MESA que le risque est élevé lorsque cette distensibilité est inférieure à 1. Donc, elle était dans une catégorie de risque élevé. Cette patiente, dans les suites, a fait un accident vasculaire cérébral. À l'autre bout du spectre, tout à fait à droite, vous avez également une femme. On a 3 femmes là dans ces exemples. Une patiente de 23 ans où là, vous voyez que ça pulse. On a vraiment une distensibilité très bonne. C'est une patiente qui a une maladie très rare, une hypophosphatémie héréditaire. Et c'est une maladie pour laquelle on ne connaît absolument pas les conséquences cardiaques ou vasculaires. Et donc, on nous l'a envoyé pour essayer de déterminer ce risque. Et on a trouvé une distensibilité de l'aorte à 4,9. Donc, un risque a priori extrêmement faible. Cette patiente est très jeune, asymptomatique. On verra bien entendu ce que l'avenir lui réserve, mais vous avez là l'exemple d'une patiente qui est très distensible. Et puis, vous avez entre les deux une patiente pour des demandes qui sont nouvelles, qui était une patiente qui avait un cancer de l'ovaire, qui a pris des anthracyclines, donc une chimiothérapie toxique pour le cœur potentiellement, et qui faisait de la dyspnée, qui avait de plus en plus de mal à respirer, chez laquelle on se posait la question d'une cause ischémique, d'un lien avec une maladie coronaire chez cette patiente. Donc, elle était adressée en IRM pour ça. Elle était adressée pour une IRM de stress. Et l'IRM de stress nous a montré que le stress était négatif, en l'occurrence, et qu'il n'y avait pas d'infarctus du myocarde chez cette patiente. Et quand on regarde la distensibilité, elle était à 1,9, et ce qui la classe dans un risque intermédiaire. Donc, elle n'a pas fait pour l'instant, elle reste en prévention primaire, on va dire. Elle a un score calcique à 30, donc qui est positif mais très faible. Qu'est-ce qu'il faut faire de cette patiente? En tout cas, elle n'est pas du tout dans la catégorie de risque de la patiente à droite. Elle est clairement dans une catégorie de risque intermédiaire. Donc, l'idée, c'est d'illustrer chez 3 femmes ici d'âge très proche pour les 2 premières et chez une patiente plus jeune, comment est-ce qu'on peut, grâce à un outil nouveau, fonctionnel, restratifier le risque des patients. Une grande étude, évidemment, interventionnelle, reste à faire pour pouvoir démontrer ça dans une population large. Et donc, Antonio, je te tends la perche, bien entendu, pour ça. Oui, effectivement, merci beaucoup, Alban. C'est des données très fascinantes. Je ne les connaissais pas toutes. Donc, effectivement, c'est un outil qui est très central aussi parce que justement, ça cible tout ce qui est vraiment central. Et donc, on n'est plus dans la périphérie, mais on est vraiment au cœur de l'origine vraiment de la maladie cardiovasculaire. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ce biomarqueur va être un biomarqueur finalement universel qui va nous permettre de pouvoir restratifier tout le monde, tous les patients avec n'importe quelle pathologie, avec n'importe quel processus physiopathologique sous-jacent. Peut-être on n'en est pas encore là, mais effectivement, désolé, il y a du bruit. Je ne sais pas si vous entendez, je vais fermer, désolé. Mais en fait, désolé. En fait, je pense que c'est un outil qui pourrait être vraiment précieux pour restratifier le risque chez certains patients. Peut-être ce qui est le challenge maintenant, c'est vraiment d'individuer les patients qui pourraient mieux bénéficier de cette intervention, de cette exploration supplémentaire, parce que c'est vrai qu'elle est très pratique, qui est
qui a l'air d'être très simple à se réaliser et qui pourrait avoir l'avantage par rapport à un Doppler, parce que je vous ai présenté juste les pour, mais je ne vous ai pas présenté les contre des autres biomarqueurs. Je pense que le fait d'être en imagerie avec un logiciel bien développé et bien validé permet d'obtenir quand même des mesures qui sont beaucoup plus précises et beaucoup plus fines qu'un Doppler. Donc finalement, il y a beaucoup moins de variabilité, j'imagine, opérateur dépendant par l'utilisation de ces scores par rapport aux ultrasons. Et donc, effectivement, je pense que ça pourrait être vraiment un outil qui va rajouter un plus en termes de précision et de restratification du risque de ces patients. Exactement. Et donc, on a encore quelques minutes. Donc, on va peut-être aussi laisser un peu la porte ouverte à des éventuelles questions. Donc, pour ceux qui participent, n'hésitez pas à envoyer des questions. On va aussi publier un petit sondage. Mais pour finaliser, justement, faire la transition, bah, du coup, nous, chez Imagines, on développe justement ce type de logiciel qui permet une quantification extrêmement précise de tout ce qui est en fait, sensibilité de l'aorte. Et donc, c'est justement le logiciel qui est utilisé à la pitié salpêtrière pour la mesure de la distensibilité. Il s'appelle ArcFun Plus et il a été validé justement cliniquement dans 78 publications. Et il permet en fait d'apporter justement à la routine clinique et en prévention un rapport très intuitif du risque et de l'âge cardiovasculaire. Supplémenté à ça, que c'est un ajout qui peut être facilement intégré aux différents centres et qui peut être produit de façon très rapide et simple, sans produit de confiance. Et donc, ce qui est clair, et je pense qu'il est super intéressant par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, que ce soit avec Antonio, avec Alban, c'est qu'il y a vraiment un complément entre ce marqueur et justement le score calcique. Particulièrement pour ces patients qui sont identifiés comme à bas ou à risque intermédiaire. Par exemple, la patiente, c'était un super bon exemple, cette patiente avec un score calcique de 40, et c'est quoi son réel risque? Et donc peut-être qu'on arrive à justement mieux quantifier ce risque cardiovasculaire chez ces patients avec un score calcique intermédiaire et justement de rajouter, peut-être confirmer le risque chez ces patients par l'IRM et par la mesure de la distensibilité. Donc, il nous reste une minute. Donc, on va lancer un mini sondage. Et pour ceux qui souhaitent poser des questions à Alban et à Antonio, n'hésitez pas à envoyer quelque chose sur le chat. On va publier le sondage. Donc, la question qui est posée sur le sondage, c'est généralement, pour un peu lancer la discussion, la prévention prendra-t-elle une place plus importante dans nos systèmes de soins dans les années à venir? Et donc, on verra en fonction de cette conversation, est-ce que vous pensez que c'est le cas, oui ou non? Bon, on a quasiment, on a 100% des participants qui disent oui. Donc, je pense que l'objectif du webinaire est réussi. Bravo Antonio, bravo Alban. Le référendum, ça. Il nous reste encore très peu de temps et je vois pas nécessairement des questions dans le chat. Donc, je sais pas si vous voulez faire quelques remarques finales. Alban, Antonio, peut-être que je te laisse la parole en premier, Antonio. Oui, donc non, je voulais vous remercier pour cette invitation et surtout remercier donc Alban pour tous ces travaux, pour tous ces éclaircissements. On voit qu'on ne s'arrête pas de la recherche du biomarqueur parfait. Peut-être on n'y est pas encore, on n'a pas un biomarqueur idéal qui va, qui va peut-être faire la synthèse de tout, mais je pense que peut-être on n'y est pas si loin que ça. Et donc voilà, ça va sûrement solliciter de futures collaborations. Et il va falloir vraiment qu'on se voit pour réfléchir à d'autres stratégies pour la prise en charge de nos patients.
Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Antonio, de ce super échange. Et merci beaucoup à TED d'avoir organisé vraiment ça, parce que je pense qu'il y a des gens très spécialisés qui sont des experts comme Antonio, qui maîtrisent parfaitement ces notions de risque cardiovasculaire, mais c'est pas le cas encore suffisamment de l'ensemble des médecins, y compris cardiologues, et donc tous ceux qui s'intéressent à ce domaine. Franchement, contactez-nous les uns les autres si ça vous intéresse de participer un peu à cette nouvelle médecine basée sur les preuves, d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine, où on a fait des progrès absolument fantastiques, mais où on se retrouve avec des populations, des femmes, les jeunes, certains beaucoup plus âgés, étonnamment aussi, des gens qui maintenant ont des chimiothérapies ou des nouvelles thérapies, chez lesquels on se retrouve avec le besoin de beaucoup mieux caractériser le risque, et peut-être qu'on a là un outil intéressant. Donc il faut qu'on le démontre ensemble avant de pouvoir le généraliser. Donc c'est vraiment un appel vraiment aux bonnes volontés, aux gens qui sont intéressés dans ce domaine, de nous aider à faire le point là-dessus. Et d'ailleurs, donc on a quelques petites questions sur le chat. Donc Anita Farhan nous dit merci de cette brillante intervention. Dans quel centre exercez-vous? Peut-être Antonio et Balban, vous pouvez parler. Bah, on est les deux à la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Super. Alors, il y a plusieurs centres internationaux qui s'intéressent beaucoup à cette question. Il y a des gens qui travaillent sur les mêmes choses en Australie, aux États-Unis, en Italie, etc. Et en Angleterre également, on a pas mal de collaborations un peu partout. Donc, il faut qu'on unisse nos forces pour faire de grandes cohortes. Donc, on a une question supplémentaire qui vient de Guillaume, qui nous dit « Comment voyez-vous l'évolution de l'IRM cardiaque dans les prochaines années ?» Merci de cette question. Je suis extrêmement biaisé, mais tout à fait lucide. Biaisé, pourquoi? Parce que je crois que c'est la technique d'exploration la plus complète, non invasive qu'on ait actuellement aujourd'hui. Frustré parce qu'elle n'est pas suffisamment disponible à mon goût, et ça, je pense qu'Antonio peut partager ça également. Mais optimiste, en revanche, très optimiste, puisqu'on peut se poser la question, on va peut-être pas faire la distensibilité à tout le monde, etc. Donc, on a déjà dit que non, il faut la faire à des gens bien ciblés, et ceux-là, pour la prévention primaire, il faut bien les déterminer. Mais ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que, pour répondre très simplement à votre question, l'IRM de stress, pour la détection de l'infarctus du myocarde et surtout de l'ischémie myocardique, y compris asymptomatique, chez des patients sélectionnés, elle est en train de prendre une place de premier plan. Et on peut très facilement rajouter à cet examen, qui a une indication de classe 1A aujourd'hui, on peut très bien facilement ajouter ce test qui dure 10 secondes pour avoir toutes ces informations pronostiques. Donc moi, mon opinion, c'est que l'IRM cardiaque a aujourd'hui sa place diagnostique absolument démontrée. Elle a une place pronostique à prendre, à mon avis, et à mon avis, ça, c'est un élément de la place pronostique que peut prendre l'IRM cardiaque dans ce domaine. Et donc, on a une autre question qui vient de Eduardo qui nous dit « Merci à vous pour ces avancées très prometteuses. Une question d'accès à cette technologie. Y a-t-il une cotation d'actes en cours associée à cette technologie innovante ?» Alors, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, mais on y travaille. On y travaille. Et donc, comment allez-vous déployer à large échelle cet outil pour le bénéfice du plus grand nombre? Alors justement, je pense sur deux bases. La première, c'est la détermination des bons patients, et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse avec des experts comme Antonio. Et deuxièmement, je viens de le dire, aujourd'hui, dans la pathologie ischémique, c'est-à-dire dans l'infarctus du myocarde et dans la recherche de maladies coronaires, l'IRM est en train de prendre une place tout à fait éminente. Et je pense que cette technologie, elle va commencer en tout cas en s'ajoutant tout simplement à une IRM cardiaque de stress telle qu'elle est pratiquée. Nous, on fait à peu près 10 à 12 stress tous les jours dans notre centre. Et ça, c'est vraiment une technologie qui n'est pas du tout exclusive à la Pitié. C'est en train complètement d'exploser dans le public, dans le privé, en universitaire, peu importe. Donc, je le vois comme ça, en tout cas, et c'est tout de suite, c'est maintenant qu'il faut y aller.
Et peut-être, je pense qu'on a une dernière question, parce qu'après on commence à dépasser le temps, mais y a-t-il un lien entre le AAD et le CAC jambière? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une question un peu spécialisée, de savoir si la quantité de calcium au niveau des jambes est liée à… Donc, est-ce que c'est un marqueur aussi de pathologie athéroscléreuse distale? Eh bien, on a des liens, on sait qu'il y a quelques liens, il y a des liens forts avec la carotide, il y a des liens un peu moins forts avec la petite artère de l'œil, avec la sévérité de la pathologie périphérique aussi, ça a été démontré, mais c'est probablement des stades un peu tardifs. Donc, ce n'est pas forcément les patients qui vont être les plus intéressants. Mais on sait que chez le diabétique en particulier, qui peut avoir de terribles atteintes distales, il y a à ce moment-là un lien qui est très très fort. La question pourrait être de savoir quel patient diabétique va développer une pathologie périphérique très sévère, en faisant l'hypothèse que ça peut commencer par une altération anormale centrale. Alors ça, on a des données sur 1000 patients aux États-Unis, où on a regardé, qu'on a comparé également dans MESA, où on a montré qu'il y avait plusieurs années à âge égal, à sexe égal, à profil par ailleurs en dehors du diabète égal, de risque cardiovasculaire. Le simple fait d'avoir le diabète, ça provoque plusieurs années d'accélération du vieillissement cardio-circulatoire et ça provoque une rigidité anormale. Donc ça, on le sait très très bien, c'est très bien défini dans le diabète. Peut-être que ça pourrait être un prédicteur, mais ça, on n'a pas ces données longitudinales pour l'instant. Bon, en tout cas, fantastique. Merci pour toutes ces questions. Merci Alban, merci Antonio d'avoir participé à ce webinaire. Et en tout cas, on espère que ce webinaire vous a pu être informatif, que vous êtes tout aussi enthousiaste que nous pour l'utilisation de biomarqueurs d'imagerie dans la prévention primaire. Et si jamais vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra nos coordonnées dans un mail de suivi. Merci beaucoup à tous et passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.